crois que tout a été dit sur le débarquement allié en Normandie, et en particulier sur Omaha, surnommée la Sanglante. Mais aujourd'hui, à l'occasion des 80 ans de l'événement, je tenais à partager la mémoire de ces événements passés. La plage d'Omaha est devenue encore plus célèbre avec les films Le jour le plus long et Il faut sauver le soldat Ryan de Spielberg qui est sorti en 1998. Aujourd'hui, je vous propose de plonger dans l'histoire en vous dévoilant les secrets du débarquement des Rangers sur Omaha Beach tout en faisant le parallèle avec le film Saving Private Ryan. Vous allez me dire, encore une vidéo qui fait la comparaison du film de Spielberg avec la réalité? Oui, mais non. On va s'attarder sur les Rangers, c'est vrai, mais aussi vous dévoiler un secret resté caché dans les archives américaines pendant 80 ans. Pour le reportage, j'ai demandé conseil à mon ami et historien Hugues Vanquin, et il m'a proposé de l'accompagner sur place dans le cadre de sa préparation de ses articles à paraître dans les magazines 3945 et Normandie 1944. Je retrouve donc Hugues sur Omaha, ici même où les Rangers ont débarqué le 6 juin 1944 à 6h33. Donc derrière moi, il y a le bunker à double embrasure du WN-72 qui tirait avec son canon de 50 mm vers la plage ou vers le secteur Charlie. On est véritablement ici à la limite entre les deux secteurs. Derrière moi, c'est le secteur Charlie. Devant moi, en direction de Saint-Laurent, on est sur le secteur de Green. La fameuse sortie Dog One qu'on voit dans le film où le capitaine Miller dit à la radio « Dog One n'est pas ouvert », c'est ici. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que le bunker qui est derrière moi et celui qui abrite le Pack 43 sont deux bunkers qui sont totalement inconnus des Américains. C'est-à-dire que c'est une véritable surprise pour eux d'avoir cette puissance de feu qui prend la plage en enfilade. Et donc, quand dans le film, Tom Hanks dit « nous on est au bon endroit, c'est eux qui ne devraient pas être là », c'est la vérité. Évidemment, dans le film, on a un bunker qui est en fait un poste directeur de tir dans lequel il y a une mitrailleuse. C'était pas du tout ça, c'était plutôt ce qu'il y a derrière moi qu'ils ont rencontré. Autre chose que le film rend très bien, c'est l'ambiance de la petite unité. Donc les Rangers, c'est une unité de commando. C'est pas une grosse compagnie, c'est une petite compagnie qui fait que 65 hommes. En général, une compagnie, c'est entre 120 à 150 hommes dans la plupart des armées. En réalité, la taille d'une compagnie, c'est la taille qu'un seul homme a comme capacité de commander. On estime que en atmosphère de combat, un homme sait commander à une centaine de personnes en connaissant leur nom. C'est pour ça que les Romains inventent la centurie. Et donc, une compagnie, c'est autour de 100 hommes. Une compagnie de Rangers, c'est beaucoup moins, c'est 65 hommes. Deux pelotons identiques, avec un peloton d'assaut, des fusiliers, un peloton de mitrailleuses légères et un petit peloton d'armes de support. Les armes de support, enfin d'appui, sont à l'échelon du peloton. C'est une grosse différence par rapport aux autres compagnies où on a carrément un peloton de support, un peloton d'appui. Pourquoi? Parce qu'on voulait que les armes d'appui soient immédiatement disponibles. Autre différence, dans toute compagnie normalement constituée, on a un peloton administratif. Ce qu'il n'y a pas dans une compagnie de Rangers. Et donc, cette ambiance de petite unité, de troupes d'élite, de gens qui savent ce qu'ils font, est très bien restituée dans le film. Moi, au départ, quand je ne connaissais pas les Rangers, c'était quelque chose qui m'avait un petit peu surpris qu'un capitaine soit si proche de ses hommes. En fait, l'ambiance de l'unité de Rangers, c'est comme ça. C'est aussi une ambiance de troupes d'élite, où on compte sur l'initiative individuelle. L'initiative individuelle, ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi que le moindre soldat, au plus bas de l'échelon,
connaît la mission qui doit être remplie. Ici, la mission qui devait être remplie par Göransson, donc alias Capitaine Miller dans le Soldat Ryan, c'est pas de détruire un bunker, c'est de prendre les falaises d'assaut et de se diriger vers la pointe de la percée un peu plus loin pour neutraliser une batterie de radar Würzburg. Une fois que cette mission avait été remplie, ils allaient plus loin à la rencontre de Rüder et de ses hommes qui avaient pris la pointe du Hoc. Neptune, c'est la première phase de l'opération Overlord et répond à 2 objectifs successifs. Établir une tête de pont sur la côte normande et y acheminer renforts et ravitaillement. Pour créer un nouveau front à l'ouest, le général américain Eisenhower est nommé commandant suprême des forces expéditionnaires alliées. Avec son état-major, il planifie le débarquement en France. Pour ces opérations du débarquement, les Alliés préparent une force aéroportée et amphibie absolument colossale. La Normandie et la date du 6 juin sont retenues. La région bénéficie de grandes plages, elle est moins défendue que le Pas-de-Calais, et des ports en eau profonde assez proches peuvent être pris rapidement. 5 plages sont choisies pour y amener des barges pleines de soldats entre les départements du Calvados et de la Manche. Pour chacune, un nom de code. À l'extrémité ouest, Utah, où 32 000 Américains débarquent. À 80 km de là, à l'extrémité est, Seward, avec 28 000 Britanniques et 177 Français membres du commando Kiefer. Entre ces plages se trouve Juneau avec 15 000 Britanniques et Canadiens, Gold avec 25 000 Britanniques, et enfin Omaha Beach avec 34 000 Américains qui vont connaître une journée en enfer. Alors, mes recherches en fait, elles partent d'où? Je voulais simplement faire la différence entre ce qu'il y avait dans le film Le Soldat Ryan et la réalité. Et une des premières choses qui m'a sauté aux yeux, c'était la présence non pas de landing craft mechanized comme ils sautent dans la mer, mais à l'époque c'était des landing craft assaut qui étaient des barges de débarquement construites, conçues et pilotées par des marins de la Royal Navy. Donc en fait, ceux qui amènent les Rangers ici à pied d'œuvre, ce sont des Britanniques, ce qui ne se voit pas du tout dans le film. Et à force d'analyser, je me suis rendu compte en fait que le Landing Craft Assault, c'était donc une barge qui avait été étudiée en 1938-39 pour justement créer une force amphibie au cas où. Les bruits de bottes venant d'Allemagne étant tels qu'ils étaient, on s'attendait à devoir faire de nouveau la guerre. Et la barge, elle est conçue pour une unité britannique, c'est-à-dire un peloton d'infanterie avec 3 sections de 10 hommes, donc 31 hommes plus 2-3 hommes de support. Elles étaient capables de transporter 35 hommes. Mais elles avaient une particularité, c'était une porte étroite sur l'avant. Et quand on voit dans le film que la rampe s'abaisse et que directement une mitrailleuse prend la sortie de la barge en enfilade, ça s'est réellement passé. 12 hommes sont tués comme ça, sur coup, en sortant de cette fameuse barge Landing Craft Assault. Donc ça c'est quelque chose, et d'ailleurs, dans le film, quand on regarde l'ambiance qui se passe sur la plage, quand on lit les témoignages et les rapports de combat, on se rend compte que l'ambiance dans le film Le Soldat Ryan est parfaitement restituée. Ce qu'il y a peut-être comme différence, c'est qu'il y a beaucoup trop de monde sur la plage dans le film. En réalité, c'est beaucoup plus espacé que ça. Alors, évidemment, pour pouvoir écrire un article comme je l'ai écrit pour 3945, il faut absolument se documenter. J'ai demandé à mon contact aux États-Unis d'aller rechercher les rapports des unités. En particulier, parce que ça m'interpellait, ces fameuses unités de la Royal Navy qui apportent les Rangers à pied d'œuvre. Ils n'apportent pas que les Rangers, ils apportent la majorité de la première vague américaine. Pourquoi? Parce que le LCA était une barge très petite. Et une barge qui était capable de s'insérer entre les défenses installées par Rommel. Or ici, il débarque à la moitié de la fin de la marée haute, où les pieux commencent véritablement à apparaître.
C'est une contradiction. Les Allemands, eux, estimaient que les Américains allaient attaquer à marée haute pour justement passer au-dessus des fameux pieux. La vision américaine était différente. Ils savaient très bien qu'ils allaient devoir apporter énormément d'hommes et donc nettoyer tous les obstacles de plage. Donc on arrive au moment où les obstacles de plage commencent à véritablement apparaître. La première vague fait l'assaut. Ensuite viennent les sapeurs, qu'on voit d'ailleurs très bien dans le film, qui ont pour mission de dégager des couloirs pour que les renforts puissent arriver quand la marée va continuer à monter. Et ça se voit très bien dans le film. Une erreur dans le film, quelque part, c'est quand le capitaine Miller dit ça ne sert à rien de dégager le passage pour les chars, ils ont tous coulé dans la Manche. Ça c'est vrai, mais c'est pour le secteur Easy Green, où on lâche tous les chars DD en plein milieu de la Manche, et les creux sont tellement énormes que la plupart des chars coulent. Il n'y en a que 3 qui arrivent au rivage, sur plus d'une vingtaine lâchés en pleine mer. De ce côté-ci, on est du côté du 743e bataillon de chars. Le commandant se rend bien compte qu'il ne peut pas mettre ses chars DD à l'eau. Et donc, on les dépose sur le rivage du côté un petit peu par là, entre Dock et Easy. Donc il y a effectivement des chars et ils n'ont pas tous coulé sous la Manche. Ce qui est vrai, c'est qu'il y en a 8 qui sont perdus par le fait que le Landing Craft Tank est détruit. Voilà, donc ça, il faut quand même reconnaître que le film de Spielberg remet totalement bien l'ambiance qu'il y avait sur Omaha. Et il faut bien se rendre compte que dès les premières minutes, avec les défenses sur les plages, parce que quand on voit l'étendue de l'estran et ce qu'ils doivent parcourir sous le feu des mitrailleuses, il y a la moitié de l'effectif qui est perdu. Une fois qu'ils arrivent au pied des falaises, le jeu est différent, parce qu'au pied des falaises, ils sont à l'abri des mitrailleuses, et donc ils longent les falaises pour aller attaquer la fameuse maison forte qu'on verra tout à l'heure. Évidemment, les Allemands s'étaient préparés au débarquement avec la construction du mur de l'Atlantique dès 1942, partant de la frontière franco-espagnole jusqu'au nord de la Norvège. Le problème pour le maréchal Rommel, qui se voit nommé responsable des fortifications à l'ouest, est de savoir où aura lieu ce débarquement. Le plus logique serait sur les côtes du Pas-de-Calais, proche de l'Angleterre. Mais lors d'une inspection sur les côtes normandes en avril 1944, Rommel aurait déclaré « Si vous pensez qu'ils arriveront par beau temps en empruntant l'itinéraire le plus court et qu'ils vous préviendront à l'avance, vous vous trompez. Les Alliés débarqueront par un temps épouvantable en choisissant l'itinéraire le plus long. Le débarquement aura lieu ici, en Normandie, et ce jour sera le jour le plus long. » Sous l'impulsion du maréchal, les travaux des bunkers et de la mise en place des défenses de plage s'accélèrent. Des séries d'obstacles sont installés sur le sable. Autant d'éléments qui retarderont le débarquement et l'organisation des Alliés. On est ici sur le point d'entrée du Windsand Nest, donc nid de résistance en français, numéro 73. Il y avait ici un encagement pour un pack 97-42, c'est-à-dire un canon français de modèle 1897 de la guerre 14-18, le fameux 75, qui avait été transformé par les Allemands pour en faire un canon anti-char. Et vous remarquerez qu'en réalité, chaque fois qu'il y a un canon anti-char, il n'est pas là pour combattre les navires au large, mais pour défendre l'estran, défendre la plage. Et donc, l'ouverture de tous les bunkers qui défendent les plages sont en direction de la plage et pas en direction de la mer, pour pouvoir prendre en enfilade. L'avantage d'une arme qui prend en enfilade, c'est finalement, si elle rate son coup, l'obus continue et peut continuer à faire des dégâts dans le reste de la troupe qui est sur la longueur de la plage. Et alors, donc ici c'est tout simple, c'est simplement un abri bétonné, c'était des parpaings creux dans lesquels on mettait des fers à béton, dans lesquels on coulait du béton. Donc c'était un mélange entre un mur en briques et un mur en béton armé en quelque sorte. Et il y a les réserves de munitions pour le pack qui sont là derrière. Jusqu'à il y a peu, je veux dire il y a 20 ans d'ici, on savait encore voir sur le mur un dessin, il a aujourd'hui disparu.
Le dessin était là. Mais voilà, il n'est plus. Donc on est ici au-dessus du WN 73, qui est un endroit parfait pour présenter la plage d'Omaha, qu'on voit là, qui s'étend devant nous. En réalité, la plage était séparée en secteurs. Easy dans le fond, Dock par ici, et au droit de la jetée que l'on voit là, commençait le secteur Charlie, le fameux secteur Charlie, qui devait être attaqué par la deuxième compagnie de Rangers de Göransson. Alors, sur la hauteur, à l'endroit du bâtiment blanc, il y avait le WN 71, qui était connu des Américains, mais dont toute la puissance n'avait pas été identifiée. Ce qui n'était pas connu par contre des Américains, c'était la présence du bunker H677, donc de type H677, qui abritait un pack 43-2 qui prenait toute la plage en enfilade. Il est à peu près au niveau du drapeau américain. Au pied du drapeau, un petit peu vers nous, on a un autre bunker qui lui abritait un 5 cm KWK 42, donc un canon anti-char qui est en fait un ancien canon de char sur lequel on avait monté sur un affût à crinoline, qui avait une double embrasure, une qui prenait la plage en enfilade et une qui tirait vers nous, ce qui couvrait toute la plage. Quand il a été détruit, il tirait dans notre direction, donc j'imagine qu'il tirait en direction des Rangers de Göransson qui sont ici au pied des falaises. Ces deux bunkers ont été très meurtriers et ont constitué une surprise pour les Américains qui ne savaient pas qui était là. Donc, quand le capitaine Miller dans le film Le Soldat Ryan dit « Nous on est au bon endroit, c'est eux qui ne devraient pas être là », c'est une réalité. Il y avait des bunkers qui étaient totalement inconnus par les Américains. Maintenant, je propose d'aller visiter le WN 73, du moins ce qu'il en reste, avec les points de mitrailleuse. Dans son article, Hugh nous explique très bien qui aurait pu être le capitaine Miller, incarné par Tom Hanks, ce personnage inventé de toutes pièces dans le film Il faut sauver le soldat Ryan. Pour Omaha Beach, la force O est composée de la 1st Infantry Division. Des Rangers du 2e et 5e bataillon y sont intégrés pour des missions très spéciales, réparties en 3 groupes, les forces A, B et C. La force A est commandée par le lieutenant-colonel Ruder et a pour mission de prendre la pointe du Hoc dès 6h30. Un retard l'a contraint à débarquer à H plus 30 minutes. La force B est dirigée par le capitaine Ralph Göransson et débarque avec la seconde vague à H plus 3 minutes sur le secteur Charlie. Sa mission est d'escalader les falaises afin d'attaquer la pointe de la percée pour prendre les positions allemandes et un radar Würzburg. Ensuite, les ordres sont de rejoindre Ruder et ses hommes à la pointe du Hoc. La force C, quant à elle, est commandée par le lieutenant-colonel Schneider. Elle a ordre de rester au large et d'attendre le signal de Ruder, puis rejoindre la force A à H plus 60 minutes une fois la pointe du Hoc conquise. Le signal n'arrivant pas, Schneider exécute le plan B, qui est de débarquer sur le secteur Dock Green pour conquérir la pointe du Hoc par les terres. Tom Hanks joue le rôle d'un commandant de compagnie du 2e Rangers Bataillon, arrivant sur Omaha dans les premières vagues d'assaut. Par déduction, on peut donc imaginer qu'il s'agisse en réalité du capitaine Göransson avec la force B. En effet, au même moment, la force A cherche encore la pointe du Hoc, et la force C ne débarque que vers 8h dans le secteur Dock Green. Donc ici on est sur un nid de mitrailleuse à flanc de falaise. Donc on est véritablement sur les positions qui demeurent encore aujourd'hui plus ou moins identifiables. Ça a beaucoup changé. Mais ce qui est intéressant de se rendre compte, quand on est dans un nid de mitrailleuse, c'est qu'en réalité les défenseurs ne pouvaient pas tirer au pied de la falaise, mais pouvaient tirer sur l'estran. C'est d'ailleurs le
le pari qu'avait fait Rommel en multipliant les obstacles de plage, c'est d'obliger les défenseurs à débarquer à marée basse pour pouvoir tirer sur les attaquants qui vont débarquer sur une esplanade parfaitement sans la moindre couverture. Voilà, il est ici en fait. Hein. Ah ouais. Donc là, on voit qu'il y a un genre de repli de terrain comme ça. Et il surplombe vraiment la falaise. Hein. La falaise n'était pas un endroit particulièrement défendu parce qu'on n'imaginait pas qu'on allait lancer un assaut contre elle. Or, la mission de Göransson, c'était justement de l'assaillir un peu plus loin. Je me trouve ici, positionné sur un ancien puits de mortier. Il a été recouvert d'une dalle de béton. Sur le WN73, il y en avait 3. En voilà un d'eux, qui évidemment a l'avantage, lui, de pouvoir tirer au pied des falaises qui ne sont pas couvertes par les mitrailleuses. Alors, derrière moi s'étendait, il y avait une construction, c'était ce qu'on a, les Américains la connaissaient, c'était une maison fortifiée, Fortified House qu'ils l'appellent sur les plans. Et l'attaque de Göransson des falaises se situe de l'autre côté du creux qu'on voit là, où était située la maison, qui abritait un contingent de la Kriegsmarine. Et quand on voit la hauteur des falaises, une trentaine de mètres, on imagine bien que la mission de la compagnie C de Göransson n'a rien à envier à ceux qui attaquaient la pointe du Hoc. Et donc ici on est à l'endroit où Göransson monte l'assaut derrière le WN73. En réalité, il y a un creux qui est une faille dans la falaise et qui est donc un point faible, qui n'est pas forcément défendu par les Allemands. Ici, je suis sur un bunker qui devait être une réserve de munitions, quelque chose comme ça. On voit encore là derrière le reste de la maison fortifiée, encore un pignon qui reste. Et donc, ce qui se passe, c'est que quand Göransson arrive sur le sommet de la falaise, sur les 65 hommes qu'il a accompagnés au début de l'assaut, il y en a déjà 35 qui sont tombés. Donc il a déjà perdu la moitié de son effectif. Et il va recevoir certains renforts pour pouvoir nettoyer tout le réseau de tranchées qu'il trouve ici derrière. Et ça va lui prendre plusieurs heures, il va encore connaître des pertes. Ensuite, les Rangers vont se rassembler et vont se diriger vers la pointe du Hoc. En marchant avec Hugues sur le prochain point de tournage, il me révèle une chose incroyable. En menant ses recherches dans les archives américaines pour son article à paraître, il a retrouvé un rapport déclassifié de l'armée américaine qui était jusqu'alors resté secret. En parcourant le rapport de l'officier commandant le HMS Prince Charles qui transportait les barges du groupe d'assaut O4, Hugues comprend la véritable raison du retard de 30 minutes de la force A du lieutenant-colonel Ruder qui avait pour mission de prendre la pointe du Hoc dès 6h30. La version officielle était qu'en raison du mauvais temps et du courant, les barges furent déportées vers la pointe de la Percée à 2 km à l'est du lieu de débarquement prévu. Cependant, le commandant du HMS Prince Charles explique une autre version dans son rapport du 12 juin 1944. À H-120, 4h30 heure britannique, j'ai poursuivi ma route conformément aux instructions précédentes, et j'ai quitté la zone de transport avec les flottilles.
le cap a été mis sur la pointe du Hoc, et cela a été vérifié par le QH2 et le radar type 970. Au fur et à mesure que la lumière augmentait et que le littoral devenait plus visible, le problème de l'identification de la pointe du Hoc s'est posé. Cela promettait d'être difficile, car la côte était lourdement bombardée par le groupe d'appui-feu et les promontoires et les falaises étaient en de nombreux endroits obscurcis par d'épais nuages de fumée. À ce moment-là, à H-60, le radar et le QH semblaient être brouillés. Par la suite, il s'est avéré que cela était dû à une alimentation électrique défectueuse. Mais à partir de ce moment-là, ils n'ont apporté aucune assistance. Il a fallu s'en remettre au relèvement direct et à la reconnaissance visuelle. On pensait que la batterie d'artillerie lourde de la pointe du Hoc révélerait sa propre position, mais la batterie ne tirait pas. À environ 3000 du promontoire, que l'on croyait être la pointe du Hoc, le problème de l'identification devint particulièrement difficile. La pointe était coiffée par la fumée et le bombardement faisait s'effondrer les falaises en de nombreux endroits. À 1000 yards, alors que les LCA étaient sur le point de toucher terre, il est devenu évident que ce point n'était pas la pointe du Hoc, car bien que l'apparence coïncidât avec les photographies, il n'y avait pas d'emplacement bétonné visible. En conséquence, le cap a été modifié pour atteindre le point d'origine vers lequel nous nous étions dirigés. Le débarquement a été retardé jusqu'à H+30 minutes. Une alimentation électrique défectueuse. Ce petit grain de sable aura d'importantes conséquences puisque les Rangers de la force C du lieutenant-colonel Schneider appliqueront le plan B, n'ayant pas eu le signal de Ruder, qui est donc de débarquer dans le secteur Dog Green pour rejoindre la pointe du Hoc par les terres. Sur la pointe du Hoc, Ruder et ses hommes parviennent à prendre malgré tout la position, mais les canons allemands avaient été démontés quelques jours plus tôt. En l'absence de renforts, ils subissent d'énormes pertes pendant l'attaque, puis lors de la défense du point fortifié lorsque les Allemands contre-attaquent. Au petit matin du 8 juin 1944, alors que les Allemands lancent ce qui doit être le coup de grâce pour la force A, les chars américains appuyant le 116e régiment d'infanterie arrivent enfin à la pointe du Hoc pour sauver Ruder et ses hommes. Pour eux, le bilan est très lourd. Sur les 225 Rangers engagés à la pointe du Hoc, 135 sont morts, disparus, blessés ou prisonniers. Seulement 90 sont en état de continuer à se battre. Le lieutenant-colonel Ruder lui-même fut blessé par 2 fois durant cette mission. Et donc ça, Hugues, c'est le reste du port artificiel américain, enfin un des restes. Un des restes, oui. En réalité, c'est une des raisons pour laquelle la sortie de Guan était stratégique. Parce qu'il fallait une bonne route pour pouvoir évacuer le matériel. Et donc cette fameuse sortie de Guan qui est juste là, devait être prise parce qu'on savait bien qu'ici viendrait s'installer le port artificiel. Bon, il y en avait 2, hein, un à Romanche, un ici. Malheureusement, celui d'Aromanche va être en construction et va être presque terminé. Le port artificiel américain ne sera pas terminé le 18 juin. Et la nuit du 18 au 19 juin, il y a une terrible tempête qui tord carrément toutes les jetées, comme il y en a une ici sur la route. Le long de la route, il y a des restes. Et le port de Romanche est également abîmé. Et on prend le matériel du port artificiel de Omaha pour réparer celui d'Aromanche. D'accord. Mais restera quand même ce qu'on appelle les Gooseberries, donc les block ships, c'est-à-dire les bateaux qu'on coule au large pour faire brise-lames. Et on a quand même un amérage, enfin un atterrage qui est relativement protégé. Ce qui permet aux Ducs, donc les camions amphibies sur base de GMC, de pouvoir, et les barges évidemment, de pouvoir être chargés dans la baie ici créée de manière artificielle pour pouvoir débarquer le matériel. Parce que on parle souvent des combats et c'est vrai que c'est le plus spectaculaire, mais la véritable victoire du débarquement, c'est une victoire logistique. C'est débarquer 2 groupes d'armées complets avec leurs hommes, leurs véhicules, mais toute la logistique qui va derrière. Je rappelle que pour un homme au combat, il y en a 9 derrière. Ouais, c'est énorme ce qu'ils ont débarqué ici en termes de matériel et ce qu'ils ont dû mettre en place pour créer ces 2 ports artificiels. Pour créer ça, parce que l'exemple de Dieppe, où ils savaient bien que prendre un port de haute mer, de haute lutte, c'était impossible. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils choisissent le Cotentin pour débarquer. À la pointe du Cotentin, il y a le port de Cherbourg.
Et l'idée est tout simplement de débarquer à la base du Cotentin pour couper la presqu'île en deux pour pouvoir ensuite capturer Cherbourg. Et cette capture de Cherbourg va donner accès à un port de haute mer où on pourra débarquer le matériel. Port qui aura été évidemment complètement saboté par les Allemands. Tout comme Brest, tout comme Le Havre. En réalité, le premier port de mer en parfait état qui tombe aux mains des Alliés, c'est Anvers. Quand on regarde la stratégie qui est derrière, pourquoi on n'attaque pas, par exemple, au nord de l'embouchure de la Vire pour ne pas s'embêter à devoir prendre 40 ans et Caen? Ben, c'est tout simplement parce que les Américains se sont bien rendus compte que s'ils ne prenaient que le Cotentin, les Allemands, avec les marais du Cotentin qui sont en plein centre, n'avaient que 2 endroits à boucher et ils ne seraient jamais débouchés de la tête de pont. C'est la raison pour laquelle ils prennent un littoral sur une centaine de kilomètres, avec menacé donc du côté de Utah Beach pour véritablement prendre la presqu'île du Cotentin et la couper en deux. C'est pour ça qu'ils mettent les paras d'ailleurs là-bas. Et toute la plaine de Caen pour avoir un secteur de 100 km que les Allemands ne seront pas bouchés. C'est pour ça que la tête de pont est aussi étalée, ouais. Et pour ça aussi qu'on la met d'une part à la base du Cotentin et d'autre part ici. Et le choix du Cotentin, je terminerai par là, permet aussi la présence de cette fameuse presqu'île, protège des courants marins et des fameuses tempêtes. C'est un calcul que Rommel avait déjà lui aussi identifié d'ailleurs, parce que pour lui c'était une des zones menacées. Il ne faut pas croire que Rommel savait où les Alliés allaient débarquer. Pour lui c'était quelque part entre l'embouchure de la Somme et Cherbourg. Mais où exactement il ne le savait pas. Mais un des points qu'il estimait menacé, c'était justement ici, à cause de cette presqu'île du Cotentin qui protégeait des courants forts. La plage d'Omaha nous cache encore sans doute des secrets sous le sable et dans les archives. Ce voyage en tout cas m'a permis d'apprendre un peu plus sur les stratégies, les défis de la logistique titanesque qui ont rendu possible cette opération. Grâce à Hugues, je me suis rendu compte du travail colossal de planification et de coordination qui est invisible, mais qui était essentiel et ça mérite aussi notre admiration. Ce pèlerinage sur les plages pour rendre hommage aux soldats va me mener sur Utah Beach lors d'un prochain reportage. Alors pensez à vous abonner à ma chaîne, c'est évidemment gratuit, et pensez à cliquer sur la petite cloche pour être averti de la diffusion des prochaines vidéos. Et je vous laisse avec une petite séquence bonus d'un échange entre Hugues et moi, alors que Baptiste était en train de faire des réglages avec la caméra. Une séquence improvisée qui s'avère finalement très intéressante et que je pouvais évidemment pas couper au montage. Allez, je vous dis à très vite, laissez-moi un petit commentaire, portez-vous bien, ciao ciao. Et alors là, tu as la pointe de la percée, hein, sur laquelle il y avait des radars Würzburg. Le port artificiel qui vient ici, la sortie d'Ogwan qui est là. C'est très lisible en fait. Hein, comme, les bunkers de part et d'autre, comme ça, voilà. En filâtre. Et alors tu vois que tu as l'arme puissante qui est couverte par une arme un peu moins puissante qui, elle, est couverte par une arme encore moins puissante, mais qui a une capacité antipersonnelle. Parce que le pack 40, comme c'est un canon 75, il a une capacité antipersonnelle. Donc il couvre sans aucun problème les approches menacées du KWK, qui lui protège l'autre. Donc tu as vraiment un étalage dans les puissances de tir et dans la façon de s'être agencé. C'est incroyablement intelligent en fait, hein. C'est bien pensé. Hein. Et quand tu imagines qu'ils ne savaient pas, en fait la seule chose qu'ils avaient, quand ils réimpriment les plans une dernière fois le 22 mai, ils ont remarqué que ils refont un reprint parce que ça avance tellement vite, le boulot de Rommel pour mettre les pieux, qu'ils doivent... Donc ils avaient fait les cartes, ils avaient tiré les cartes au mois d'avril. Un mois plus tard, ils doivent retirer les cartes parce que ça a complètement changé avec tous les obstacles que Rommel avait fait ajouter, quoi. Rommel dynamise le front, mais d'une manière phénoménale. Et alors, les plans des obstacles étaient très bien connus parce qu'en fait, il faisait des films obliques. C'est-à-dire que l'avion arrivait en rase-motte avec une caméra qui longeait la plage et il savait pratiquement tous les obstacles de plage, il savait. Par contre, les bunkers qui étaient superbement bien camouflés, il ne les avait pas.
Ouais, donc c'était quand même efficace, hein, leur camouflage. Hein. Ah ouais. Et alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en réalité, le Windstorm 73 était derrière les colonnes d'un ancien hôtel. Donc si on voit les photos, on voit encore les colonnades qui sont là, quoi. Donc ils ont détruit le bâtiment, mais ils ont laissé pratiquement la fausse façade pour participer au camouflage. Okay.